Bonjour à tous. On vous propose ce matin de débuter ce NEC par un panorama de solutions concrètes qui ont été déployées sur les territoires autour du numérique éducatif. Et c'est de ça dont on veut vous parler. Ce sujet est une vieille histoire, l'histoire du numérique et de l'éducation, qui aujourd'hui est à un moment un peu particulier, puisque il y a toute une série d'initiatives qui font à la fois la démonstration de l'utilité des solutions numériques dans le cadre pédagogique au sein de l'école, et en même temps, dans le débat public, des craintes, des réticences, des peurs autour de ce que peut représenter ce type de solution. Et vous avez sûrement entendu parler d'un rapport qui avait été commandé par l'exécutif, par le président de la République, autour du danger des écrans qui peut aboutir parfois à inquiéter et à douter de la pertinence de l'utilisation du numérique dans le cadre de l'école. Donc c'est dans ce contexte ambivalent où on a à la fois des solutions pertinentes et qui sont plébiscitées par les enseignants, les élèves, les parents, et en même temps un climat un peu anxiogène, que peut se mettre en place petit à petit des solutions pour organiser les relations entre tous les partenaires qui font l'école, l'éducation nationale, bien sûr, mais aussi les collectivités territoriales, et puis cet acteur important, et c'est eux qu'on veut mettre aussi en valeur aujourd'hui, qui sont tous ces entrepreneurs qui ont développé des solutions, des enseignants qui, à l'épreuve de leur pratique, ont constaté qu'on pouvait faire mieux, des créateurs d'entreprises qui ont déployé des solutions technologiques et qui se sont appliqués à les adapter aux contraintes de l'école. Et donc, dans la présentation qu'on va faire ce matin, on va vous présenter 4 solutions différentes qui sont aujourd'hui en place et qui sont des beaux succès. Alors, si je vous parle de ces sujets aujourd'hui, c'est parce que la Banque des Territoires est un opérateur qui n'est pas l'État, pas l'éducation nationale, pas la collectivité, mais qui est une institution publique qui essaie de relier les fils de ces différentes institutions pour créer les conditions du développement de cette filière et apporter des réponses au monde éducatif. Nous le faisons en déployant des mandats qui nous ont été confiés par l'État dans le cadre du programme d'investissement d'avenir ou de France 2030, et en particulier un programme qui s'appelle Territoire numérique éducatif, qui expérimente sur 12 départements en France des solutions autour du numérique et qui rassemble autour d'une même table les académies, les collectivités, pour essayer de déployer d'abord des infrastructures pour que les établissements soient bien sûr accessibles, puis des outils, et puis de la ressource. Et c'est ce que chaque expérience qui vont venir se présenter vont nous parler tout à l'heure. Peut-être quelques éléments. Nous réalisons depuis 3-4 ans des études régulièrement pour évaluer la nature des offres qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché. Et nous avons réalisé au printemps dernier une étude donc, sur cette filière EdTech. Et quand on regarde les solutions qui sont apportées, on voit que à peu près la moitié des EdTech proposent aujourd'hui des solutions de continuité de l'apprentissage hors de la classe. On voit bien qu'on est encore dans l'impact fort de ce que la crise du Covid et la rupture de la présence des élèves à l'école a pu créer. Un tiers d'entre elles
propose des solutions de personnalisation de l'apprentissage, et ça permet en particulier aux enseignants de trouver des solutions pour accompagner des enfants qui peuvent souffrir de troubles divers et variés, des troubles 10, des handicaps particuliers. Et puis, là aussi, à peu près la moitié de solutions qui concernent les aides à la préparation des cours, et donc qui sont des soutiens à l'activité, à la préparation, à l'activité pédagogique des enseignants. Donc on voit, bien évidemment, c'est une même EdTech peut proposer des solutions qui intéressent ces différents sujets, mais on voit qu'on est vraiment sur un spectre assez large et qu'on a à la fois des solutions qui sont destinées plus particulièrement aux enfants, destinées à l'aide à la préparation de la classe pour les enseignants, et puis aussi à ce qui se passe hors de la classe, et la dimension de la parentalité est un sujet très important sur ces questions-là. Donc ce panorama, je vous encourage, pour poursuivre la discussion, à nous rejoindre le 1er octobre prochain dans nos locaux, mais aussi à distance. La Banque des Territoires présentera cette étude et l'étude complémentaire que nous avons réalisée sur la façon dont les territoires appréhendent ces sujets, et donc comment la demande se structure. Dans les sujets qui sont aujourd'hui présents autour de ces questions du numérique éducatif, on voit qu'il y a une urgence à faire la démonstration de l'utilité des solutions. Et que c'est un préalable très important pour, comme je le disais tout à l'heure, ne pas se laisser, je dirais, ensevelir par la crainte qui a été manifestée autour du rapport au numérique à l'école. Et donc, les différentes solutions qui vont vous être présentées participent de cette logique d'acculturation et de démonstration de l'utilité et du fait que le numérique n'est pas une lubie, une concession à une modernité qui s'imposerait à tous, mais une réponse concrète, précise, à des besoins spécifiques et à une possibilité de renouveler l'exercice pédagogique dans la classe. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer, essayer de planter un peu le décor. Et je propose à nos deux premières intervenantes, à Nadia Amal, qui est directrice adjointe du pôle éducation de DocaPost et d'Index, et Béatrice Campan, qui travaille au conseil départemental de la Vienne qui est un département territoire numérique éducatif, d'expliquer comment elles ont travaillé ensemble et comment la solution portée par Index et l'ambition du département de la Vienne ont pu se conjuguer pour faire progresser le numérique à l'école dans ce département. Bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis, je pense, toutes les deux d'être là parmi vous et de vous présenter ce que c'est que pour nous cette nouvelle place de service territorial qui est dédiée à l'éducation et à la jeunesse. Et je pense que ces deux mots, pour nous, ont beaucoup de sens et on va vous expliquer pourquoi. Et puis, on va peut-être démarrer par expliquer comment s'est construit, en fait, cette relation entre le département de la Vienne et notre entreprise. Alors, donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la collaboration avec Index Éducation se passe extrêmement bien. La Vienne a un historique avec le numérique qui démarre avec la création du Futuroscope, dont le département est propriétaire, et puis est marqué également par la décentralisation de réseaux Canopé, du CNED, l'IH2EF, donc des opérateurs nationaux d'éducation sur le territoire. Ce qui veut dire qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Il y a de nombreux projets sur la Vienne et on se connaît. En 2021, fin 2020, début 2021, l'Académie de Poitiers nous annonce que l'ENT qu'elle avait mis en place n'allait pas être maintenu et demandait donc au département de financer un nouvel ENT. Fin 2021, le territoire a également la chance d'être retenu parmi les territoires numériques éducatifs, donc qui nous permet notamment de faire des expérimentations. Et puis, depuis 2020, à peu près, les acteurs du territoire se sont fédérés autour d'un projet structurant, dont on va bientôt entendre parler, qui s'appelle Campus Numéria, mais je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait la connaissance de DocaPost,
et où deux hommes eh bien, ont commencé à discuter de ce que pourrait être une nouvelle place de service, et en s'appuyant notamment sur ce qui marche, et ce qui marche auprès des familles, ce qui est installé dans tous les collèges publics du département, c'est Pronote. Voilà. Et donc, on part de Pronote, et puis on fait en sorte de répondre à des besoins des utilisateurs, à commencer déjà par un besoin de départements qui sont notamment toucher les familles, toucher les enseignants par rapport à des politiques qui leur sont dédiées. À titre d'exemple, au département, mais il y en a sûrement dans plein d'autres, il y a un conseil départemental des jeunes, et donc on demande à des élèves de 5e et 4e de déposer leur candidature pour être conseiller départemental junior, mais on n'a pas la possibilité de les toucher directement, ou alors il faut passer par les établissements, donc l'information elle se perd. De la même manière, on a des appels à projets qui concernent les enseignants, mais on n'arrive pas à les toucher directement non plus. Donc ça, c'était un des besoins. Oui, alors peut-être pour raconter aussi l'histoire vue par DocaPost, c'est que DocaPost, en fait, on est un acteur majeur dans la confiance numérique et la souveraineté numérique, et on est notamment un opérateur auprès des territoires depuis très longtemps, et nous avions des activités comme par exemple certains départements nous confient les aides et subventions comme les passes jeunes. Et puis en 2020, il y a eu une rencontre qui s'est faite avec Index Éducation, avec Pronote. Et Index Éducation a rejoint notre groupe qui aujourd'hui, DocaPost est une filiale de la Poste, donc on est une entreprise à capitaux publics. Et bien comme on connaissait le besoin des collectivités, et nous on avait l'habitude de travailler avec les collectivités, avec Fabien Ferrazza, on s'est dit on va aller voir nos départements pour voir quels sont leurs besoins. Et la rencontre avec la Vienne s'est faite à ce moment-là, et forcément quand tu parles on a besoin de communiquer auprès des établissements, on a besoin de fédérer autour de certains projets. Nous, ça nous fait écho, puisque notre métier est notamment celui qui est de faire des plateformes d'intermédiation qui permettent à un écosystème de pouvoir se parler. Et puis forcément avec Pronote qui aujourd'hui équipe 90% des collèges publics et des lycées publics de France, c'est une manière de rentrer. On est déjà dans les familles tous les jours parce que c'est 18 millions d'utilisateurs et ça représente un quart de la population française qui utilise cet outil. Donc il fallait qu'on arrive à lier en fait à la fois les besoins des établissements, de l'école et celui de la collectivité, ce qu'on a essayé de faire. Et là, on est parti vraiment de votre demande qui était de travailler sur les usages. Oui, tout à fait. Donc, une construction autour des usages. Et puis aussi, ce qui marche très très bien maintenant, puisque juste pour rappeler, donc les neiges, c'est comme ça que l'ensemble des utilisateurs du territoire l'appellent, il est mis en place il est généralisé depuis septembre 2023, donc c'est tout récent. Et ce qui fonctionne très bien, c'est la mise en place d'un club utilisateur depuis janvier 2024. Alors, c'est quoi un club utilisateur? En fait, ce sont des établissements qui sont volontaires. Donc, il y a des chefs d'établissement, il y a des enseignants, il y a aussi des élèves. On a du mal à capter les parents, mais en tout cas, il y a ces personnes-là. Et qui, tous les 2 mois à peu près, lors de la nouvelle mise en place d'une nouvelle fonctionnalité dans les neiges, découvrent ces fonctionnalités, les testent pendant 15 jours. Et ensuite, avec DocaPost, Index Éducation, il y a un retour sur qu'est-ce qui marche moins bien, qu'est-ce qui pourrait au contraire être développé. Et justement, ce travail de co-construction, il est extrêmement important dans ce cadre-là parce qu'on répond vraiment aux besoins des utilisateurs. Et on était, je pense, vraiment complètement alignés sur le fait qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui peuvent être utilisés et notre ligne de conduite, et on essaye un maximum de s'y tenir, c'est de ne jamais refaire 2 fois la même fonctionnalité à 2 endroits différents. Voilà, donc Pronote a son utilité, son usage, et les neiges à d'autres usages, et c'est vraiment cette complémentarité qu'on travaille quand on conçoit les nouvelles fonctionnalités, puisqu'on a 5 versions annuelles. Donc en fonction des remontées, des besoins, on met en place en fait des fonctionnalités. Alors on a 4 grands blocs de fonctionnalités. On a la communication, donc cette communication qui va aller vers les familles et vers les établissements, et puis on a la vie scolaire. Donc on met
dans les neiges ce qu'il n'y a pas dans Pronote et on ne duplique pas. Il y a la partie aussi pédagogie, bien sûr, parce que là maintenant, on a vraiment beaucoup d'outils qui permettent aux enseignants de préparer leurs cours et aux élèves de faire un certain nombre de choses. Puis il y a toute une notion aujourd'hui de service jeunesse. Et peut-être, je peux te laisser parler de Lire en Vienne. Alors, Lire en Vienne. Donc, effectivement, oui, on peut peut-être... Alors, du coup, eh bien, je vais y aller directement. Donc, je suis Raphaël, je suis en 4e au collège de Joséphine Becker. Donc, quand je vais sur les neiges, donc ça se présente comme ça. Donc, moyennant mes codes EduConnect, eh bien, j'arrive sur cet espace d'accueil. Je vais trouver en premier lieu les actualités. Donc les actualités que l'établissement souhaite mettre à ma disposition, les actualités également que le département souhaite faire connaître. Et je parlais du conseiller départemental des jeunes, voilà, il devient conseiller départemental junior. Et ensuite, il y a ce bandeau qui permet d'accéder directement, bien sûr, Lire en Vienne Collège. Alors, Lire en Vienne Collège, c'est quoi? C'est la bibliothèque départementale de la Vienne, adaptée aux collégiens. Donc, les élèves, moi, Raphaël, je vais y trouver des BD, des mangas, des romans. Je vais y trouver également des livres 10. Et puis, je vais également y trouver des films et des documentaires. Voilà. Donc ça te permet notamment, et c'est une volonté du président du département, de faire en sorte que on mette à disposition des jeunes sur l'ensemble du territoire. La Vienne, c'est un territoire rural, donc à disposition de tous, moyennant le téléphone, tablette, PC, un accès à la culture. Et puis on a de l'accompagnement scolaire, et puis un livre de presse et des recherches documentaires dans EasyDoc. Et après, en accès direct à Pronote, sans reconnexion, Scolarité Service et d'autres sites s'ils souhaitent les élèves adapter ce sur quoi ils veulent aller voir. Et si on fait le pendant de l'enseignant, donc cette fois je suis Élodie et je suis prof de maths au collège Joséphine Becker, eh bien j'ai sur cet écran l'ensemble des solutions qui font partie TNE et qui sont mises à disposition directement aux enseignants pour que ça soit beaucoup plus facile pour eux de retrouver les solutions qui sont mises à leur disposition. Voilà, donc ça, c'est aussi un choix du territoire. Eh bien, c'est de faciliter, toujours la même idée, faciliter la vie des utilisateurs et faire en sorte d'avoir en visibilité tout ce qu'il aurait mis à disposition. Voilà, donc je suis enseignant, j'ai aussi accès à des espaces de travail donc que je peux mettre à disposition de plusieurs collèges, parce que si je travaille avec mon collègue qui est dans un autre établissement scolaire, eh bien, je peux faire en sorte d'avoir un espace partagé avec tous mes autres collègues des autres établissements. Et puis, si je travaille dans plusieurs établissements scolaires, eh bien, je n'ai pas besoin d'avoir différents codes. Un seul code de connexion permet d'accéder à tous mes emplois du temps agrégés dans un seul espace pour savoir, ce matin, je suis à Joséphine Becker, cet après-midi, je suis à George Sand. Voilà. Donc, c'est faciliter les modes de fonctionnement des utilisateurs. C'est vraiment ça qui est recherché. Et donc, pour terminer, aujourd'hui, c'est 10% en fait des habitants de la Vienne qui profitent de ce service. C'est 46 000 personnes et sur 34 collèges. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour cette présentation. On vient de parler d'un département donc, qui est éligible à un dispositif spécifique qui s'appelle TNE. L'entreprise qui va venir et sa responsable, Aude Guénaud, est souvent utilisée dans ces TNE, mais là, Aude, je vous en prie, vous pouvez nous rejoindre, va nous parler d'un territoire qui n'est pas TNE et d'un partenariat donc, entre une solution portée par une entreprise et l'éducation nationale, en l'occurrence l'Académie de Paris. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc, je suis Aude Guénaud, je suis la fondatrice de Plume, que j'ai créée en 2018, lancée en 2020. La particularité que j'ai, c'est que j'ai enseigné pendant 12 ans les lettres modernes dans l'Académie de Versailles. Donc, je suis donc enseignante de lettres modernes et j'ai enseigné au Corbusier, dans la cité scolaire du Corbusier.
Donc, je connais très bien le tissu, je dirais, professoral, etc., et au rectorat. Ce qui, vous allez voir, est très important dans le cadre d'une collaboration au long terme avec l'académie, et on va voir comment ça a pu avoir des répercussions sur la ville de Paris, dans la ville de Paris, comment en fait ça nous a permis d'être un levier pour nous implanter de façon plus large à Paris. Donc, Plume est une société que j'ai créée en 2018-2019. En 2020, évidemment, évidemment, je ne vous rappelle pas qu'il y a eu le Covid. Tout le monde en a bien conscience. Ce qui a généré chez Plume une massification de l'usage qui était vraiment extrêmement forte. On est passé de 2000 utilisateurs jour à 50 000 jours en 5 jours quasiment. Donc, en fait, ça a été évidemment une montée, ce qu'on appelle une montée en charge extrêmement violente. Et ça nous a permis de travailler sur des sujets, notamment des sujets d'accessibilité. Et là, vous voyez que j'ai mis qu'on est une ressource labellisée par le ministère de l'Éducation nationale depuis 2021. En fait, on a eu un label qu'on appelle EduUp, qui est en fait un dispositif qui permet d'asseoir une ressource sur le territoire, mais surtout de lui permettre d'être extrêmement bien en adéquation avec les attentes terrain et puis tous les sujets d'accessibilité, RG2A, etc. Mais on pourra en reparler plus précisément. Voilà. Donc là, je vais vous présenter le travail plus précis qu'on a mené avec l'Académie de Paris. Alors, en 2021, on commence le travail EduUp qui porte précisément sur les sujets d'accessibilité. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on commence à avoir des premiers contacts avec l'Académie de Paris. Et le point sur lequel je voudrais insister, c'est que en fait, la connaissance du terrain et des personnes sur le terrain, c'est vraiment extrêmement déterminant pour nouer des partenariats qui soient pérennes. Et plus spécifiquement, le fait d'identifier les bonnes personnes, c'est ça qui va être totalement déterminant. Donc, les premiers échanges se font avec Denis Desjours, qui est CPD sur le premier degré. Alors, je vais commencer à parler en acronyme. Donc, s'il vous plaît, faites-moi un petit signe si ça devient totalement obscur. Donc, Denis est le référent numérique sur le premier degré. Et en fait, on le rencontre à l'occasion d'un salon qui est à Ludovia, que peut-être vous connaissez, qui est un salon du numérique éducatif extrêmement intéressant, puisque il agrège des acteurs locaux, mais aussi des acteurs de l'écosystème, des acteurs tech. Pendant ce temps-là, on était donc identifié par EduUp, donc ce label, et on était en attente de l'accrochage au GAR. Donc, qu'est-ce que le GAR ? Le GAR, c'est le gestionnaire, ça n'est pas un monstre mythologique, c'est le gestionnaire d'accès aux ressources, en fait, qui accueille l'ensemble des ressources à la condition qu'elles soient très très bien conformes aux aspirations RGPD, etc. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant dans la mesure où ça permet en fait aux enseignants d'être connectés avec les ENT, donc les espaces numériques de travail, et de pas avoir à régénérer des classes, etc. En fait, l'identification se fait une fois pour toutes. Et quand vous êtes dans le GAR, vous, si vous êtes enseignant dans votre ENT, vous allez voir apparaître les différentes ressources dont vous savez qu'elles ont été auditées et dont vous savez qu'elles sont conformes. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc on était en attente d'accrochage au GAR. Et on était en plein développement de la communauté enseignante. Et il se trouve que Denis nous avait incité, et je pense qu'il a eu tout à fait raison, d'identifier des ambassadeurs, des utilisateurs qu'on avait déjà, qui seraient des enseignants référents ressources. Je pense que une des choses qu'on peut retenir, c'est que les usages, attention, la palissade, les usages passent par les utilisateurs. Voilà. En tout cas, rien ne se fait sans nos utilisateurs. Et je pense que la Banque des Territoires est très attentive à ça. C'est que, en fait, être au plus près des usagers, c'est totalement déterminant pour créer de l'innovation et un usage, quoi. Et je pense que ça doit présider, et c'est le cas, à mon avis, aux dépenses publiques, à l'efficacité de la dépense publique. On doit vraiment s'appuyer sur des solutions qui ont de l'usage. Et c'était le cas. Et quand Denis nous a demandé d'identifier des enseignants, en fait, c'était tout à fait dans cette perspective. Et je vais vous montrer comment, par la suite, ça a eu des répercussions extrêmement vertueuses.
2022-2023, on est dans la poursuite de cette relation. En même temps, l'Académie de Paris est en train de déployer le P2IA. Alors, qu'est-ce que le P2IA ? Le P2IA, c'est le plan d'innovation intelligence artificielle qui était à cette époque dédié aux enseignants de cycle 2. Donc, le cycle 2, hein, vous savez, c'est les petits. Et, enfin, les petits, pardon, les CP, etc., primaire, voilà. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit comment il y a eu l'inflexion d'un acteur public avec le déploiement du P2IA qui a une répercussion sur des acteurs privés que nous sommes et qui fait émerger des attentes au niveau des acteurs locaux, donc la Ville de Paris, l'Académie de Paris. Comme la Ville de Paris, l'Académie de Paris sont en plein déploiement du P2IA, ils engagent une politique plus large de sensibilisation des enseignants à l'innovation et aux outils numériques. Donc c'est très très intéressant de voir ce ruissellement qu'il y a eu. Donc ça c'est le premier facteur opérationnel technique qui était très très intéressant. Et ensuite, nous, on a travaillé sur le sujet évidemment de l'adoption pédagogique et le sujet de la prescription, évidemment avec nos utilisateurs. Donc, en termes d'action, de quoi s'agit-il ? D'abord, on a pu travailler très concrètement et notamment on a remporté un appel à projet pour la cité éducative de Paris 18e. Donc les cités éducatives, peut-être que vous savez ce que c'est, hein, c'est aussi encore une action de la Banque du Territoire. C'est incroyable. Donc la cité éducative, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait des acteurs qui se regroupent dans un moment, sur un lieu précis. Donc là, la cité éducative de Paris 18e, pour être tous ensemble autour de la table. Donc les associations, les parents d'élèves, les enseignants, les opérateurs, etc., pour mettre un plan d'action très précis. La cité éducative cherchait des outils en relation avec l'inclusion numérique. Comme l'Académie de Paris déployait des sujets autour du numérique éducatif dans le cadre du P2IA et avec Plume, eh bien, évidemment, la logique, c'était la continuité sur les actions de la cité éducative, puisque les enseignants venaient d'être formés. Vous voyez, donc c'est intéressant de voir comment il y a des effets à différents niveaux. Le déploiement, évidemment, du P2IA se poursuit. Et donc, nous commençons un cycle de formation et de présentation de la ressource avec tous les acteurs susnommés. Donc, Philippe Taillard, peut-être que vous connaissez, qui est le DAN de Paris. Voilà. Yannick Melec, Laurent Fouillard à Educatech, etc. Les IEN. Je pense que la dimension pédagogique est très forte. Et quand on s'adresse aux enseignants, bien avoir en tête, évidemment, que l'enseignant, il est, son référent premier, c'est l'inspecteur, hein, ou l'inspectrice. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, on va commencer à animer de nombreux temps de présentation de la ressource et prendre place finalement dans l'application Graal, qui est en fait un espace dédié à l'Académie de Paris qui permet de répertorier une petite mallette pédagogique en fait pour les enseignants nouvellement arrivés, qui permet en fait de comprendre tout ce qui est à disposition. Donc vous voyez comment on est parti de différents dispositifs nationaux, territoriaux, pour finalement arriver très opérationnellement dans la boîte à outils en fait des enseignants. Donc là, j'ai voulu vous montrer les croissances d'usage sur cette académie pour montrer le nombre d'élèves actifs avec évidemment des pics qui sont en relation avec les moments de formation. On voit que l'usage, il est forcément corrélé à la formation des enseignants. Et on n'est pas encore en phase de déploiement, hein, mais on voit qu'en fait, les enseignants commencent tout de suite à tester. Donc ça, c'est très intéressant. Et ensuite, en 2023, donc vous voyez, la 3e année en fait, scolaire après le moment en fait de la prise de contact, c'est le temps du déploiement. Et là, on va travailler sur des sujets opérationnels extrêmement pointus. Alors, les personnes ressources, donc c'est Denis, évidemment, qui est le conseiller pédagogique que j'évoquais, Philippe Taillard et Yannick Melec. Donc là, vous voyez la triangulation entre le rectorat, l'équipe du numérique pédagogique et l'IEN, en fait, qui est le référent terrain. C'est intéressant de voir comment nous, finalement, on a une inflexion
parce qu'on n'a fait pas partie d'un dispositif. Et là, nous sommes dans une phase donc, de diffusion où, évidemment, on a des temps de présentation qui sont dédiés sur les différents stands et on fait partie des stands de présentation de la DRAN. Donc ça, c'est très chouette. L'action concrète qu'on a décidé de mettre en place au vu de l'adoption, c'est la proposition d'une tuile gratuite qui est vraiment spécifique à l'Académie de Paris. En fait, on a décidé d'intégrer une tuile gratuite de plumes dans le Gard pour l'Académie de Paris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est de cette façon qu'on allait accompagner l'usage et que quand il y aurait des plans payants par divers dispositifs, en fait, les enseignants, le temps d'adoption et la nécessité de l'usage est telle que, en fait, ils auront déjà en fait, des usages numériques qui seront facilités. Donc, la mesure concrète qu'on a prise, c'est de proposer cette huile gratuite. Voilà, et du coup, la gratuité que l'on offre dans ce cadre nous permet d'être intégrés à un certain nombre de dispositifs de formation, et notamment la présentation au CP de l'Académie à l'occasion des journées de formation. On s'intègre très concrètement dans les journées de formation sur des actions de sensibilisation autour de la production d'écrits, mais aussi le geste enseignant pour apprendre la différenciation pédagogique et la prise en charge plus spécifiquement liée aux troubles des apprentissages en relation avec l'écrit. Et ça, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, si vous voulez en parler avec moi, ce sera avec plaisir. Et donc, cette tuile est déployée dès à présent dans l'Académie de Paris. Et donc, vous voyez, évidemment, l'usage, évidemment, est important dès qu'on a sorti cette tuile gratuite. Voilà. Nous sommes maintenant sur l'année 2024-2025. Nous rentrons dans le temps présent. Et nous sommes évidemment toujours en relation avec ces relais terrain. On a la mise à disposition donc, que j'évoque et qui se poursuit. On a tous les sujets de mise en place avec les ambassadeurs du numérique, mais aussi avec les ERUN. Donc ça, c'est voilà, la continuité. Et ce qui nous intéresse sur le sujet des collectivités, c'est que toutes les actions qu'on a mises en place vont mener à la mise en place de plumes dans le catalogue des propositions d'achat de la ville de Paris. Donc en fait, tout le travail qu'on a mené pendant ces 3 années, finalement, je suis quand même une solution privée, mais finalement, je vais pouvoir, puisque j'ai montré le bien fondé, la pérennité de l'usage et en fait l'adoption par les enseignants, je vais pouvoir finalement vendre la solution avec la ville de Paris, puisque tout a été, si vous voulez, validé sur le plan à la fois institutionnel et pédagogique. Donc ça, c'est vraiment l'aboutissement de tout ce travail. Peut-être que ça peut paraître fastidieux, long, etc. Mais je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ça, en réalité, si on veut construire une éducation qui soit fiable, sécurisée, et puis vraiment adoptée, choisie. Parce qu'aujourd'hui, il existe quand même une multitude de solutions, mais qui ne trouvent pas leurs utilisateurs. Et en fait, l'analyse que j'en fais, c'est que le temps de l'usage est très, très long, parce qu'en fait, le temps de l'adoption est lui-même extrêmement long. Donc, c'est un apprentissage important qu'on a. Voilà, merci beaucoup. Et avec plaisir pour parler avec vous après. Merci beaucoup, Aude. Merci de cette présentation. Je crois que ce point sur lequel vous avez insisté est très important. On est dans un monde très codifié, qui est celui de l'éducation nationale, avec beaucoup de dispositifs. Ces dispositifs peuvent paraître parfois un peu labyrinthiques, mais on voit bien que ce temps-là, ces dispositifs spécifiques, ils ont une vertu, c'est que ça permet de faire la démonstration. Vous avez évoqué l'idée de bien fonder, d'utilité des solutions, de temps d'adaptation et d'adoption par les enseignants de ces solutions, et que c'est important. Et pour autant, on voit bien que dans la période qu'on vit, si on reprend ce fil chronologique, au moment où nous sommes, en cette rentrée 2024-2025, eh bien, il va falloir commencer à se poser les questions de
la généralisation, de passer à une étape supplémentaire pour pouvoir continuer à avancer. Mais ce moment-là, il a aussi ses vertus, quelle qu'en soit sa complexité et sa difficulté. On a évoqué des solutions territorialisées dans les 2 premiers exemples. L'exemple suivant, là on repart sur une solution plus nationale, en tout cas il n'y a pas une adéquation sur un territoire en particulier. Stéphane Dedon et Judith Langlais vont nous parler d'une solution qui s'appelle PrimTux, qui est proposée aujourd'hui aux enseignants et aux élèves. Et je vous laisse expliquer la nature de votre solution et la façon dont elle se développe, et aussi, puisque c'est ça l'intérêt du dispositif, de voir comment tout ça peut s'inscrire dans le temps et devenir une solution qui soit généralisée, utilisée, et qui fasse l'objet d'une bonne connaissance de tous les enseignants pour pouvoir mieux travailler dans les apprentissages. Oui, donc Stéphane Dedon, je suis directeur d'école, donc depuis déjà 29 ans. Et puis, donc, j'ai été enseignant en ressources du numérique, enseignant, évidemment. Et puis, c'est l'histoire PrimTux tout simplement d'un enseignant qui constatait qu'il y avait énormément de PC inutilisés au fond des classes, dans les mairies, puis qui se disait, bon, c'est un peu dommage parce qu'on se rend compte en tant qu'enseignant ressources du numérique que le numérique, c'est difficile à intégrer dans la classe. C'est difficile pour les enseignants parce qu'ils ne sont pas rassurés, parce que c'est pas évident, parce que voilà, un bug et puis ça y est, on est vite paniqué. Donc on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Je faisais déjà partie de la SRI en ce temps-là. C'est une petite association qui développait déjà un système d'exploitation, donc pour les ordinateurs obsolescents, dits obsolescents. Et puis, cet asso a périclité. Donc, en 2015, j'ai créé PrimTux. C'est donc un système d'exploitation dédié aux élèves du primaire, donc de la maternelle jusqu'au cycle 3, et qui permet de retravailler absolument tout ce qui est dans les programmes. Au départ, c'était un petit projet de bénévoles passionnés, oui. C'est-à-dire qu'on a créé l'association en 2017. Et puis, on a des enseignants retraités, on a quelques développeurs qui nous ont rejoints petit à petit. Et puis là, ce que vous voyez, en fait, c'est PrimTux 7. Donc PrimTux 7 était entièrement basé sur du bénévolat. Et puis, on avait développé un PrimTux, alors un handy menu. Donc on avait pris tout un tas de briques, de logiciels libres existants pour pouvoir bâtir une solution adaptée, sécurisée, et puis qui ne prend pas énormément de ressources, donc adapté aux élèves du primaire. Donc on a quelques associations de reconditionnement qui se sont un petit peu greffées à notre projet, qui ont profité de cette distribution pour reconditionner des ordinateurs, donc sous Linux. PrimTux, c'est du Linux personnalisé, complètement personnalisé, un système d'exploitation complet, pour les proposer aux écoles, aux médiathèques, aux familles qui sont en fracture numérique, pour pouvoir avoir un ordinateur et puis retravailler à la maison ou voir à l'école ce qu'on a travaillé. Voilà. Oui, alors donc moi je m'appelle Judith Langlais, je travaille pour la direction interministérielle du numérique et on accompagne en fait PrimTux dans le cadre d'un programme qui s'appelle l'accélérateur d'initiatives citoyennes et qui a vocation à faciliter les coopérations entre les communs numériques de la société civile qui ne sont pas exactement juste des solutions. Donc peut-être on pourra y revenir, mais c'est intéressant aussi de se pencher sur ce terme parce que ça appelle aussi d'autres rapports à l'usage du numérique par les enseignants. On a commencé à accompagner PrimTux et ça va être un petit peu l'histoire de cette prochaine slide, mais en mai 2023. Mais avant ça, en fait, toute l'existence de PrimTux qui fait qu'un jour, Alexis Kaufmann, qui est quelque part par là, de la direction du numérique éducatif, a porté son intérêt sur PrimTux, c'est parce que déjà, en quelques années d'existence, avec un projet exclusivement bénévole, fondé sur des relais associatifs locaux de reconditionnement, et en fait, PrimTux se déploie déjà dans des centaines de points de déploiement. Donc, des écoles, évidemment, mais aussi, comme l'a dit Stéphane, des centres de loisirs, des familles, etc. Et tout ça, en fait, à la force du poignet, sans aide institutionnelle à ce stade. Donc, il y avait déjà, en fait, une base d'utilisation et de reconnaissance qui était là, qui était très forte. Et donc, la collaboration qui se joue aujourd'hui et avec la DNE et avec la DINUM, ça a été vraiment
de pousser Primtux parce que justement ça avait été identifié comme un projet déjà qui était largement plébiscité par les enseignants et qui avait du gros potentiel. Je pense que c'est hyper important, en tout cas dans la manière dont s'est passée cette relation avec l'État, de le dire. En 2022, donc Alexis Kaufmann, qui est chef de projet logiciel libre au sein de la DNE, nous contacte et nous dit écoutez, je sens que votre projet a du potentiel. Est-ce que vous pouvez nous, on essaye de développer le logiciel libre au sein du ministère. On fait comme on peut parce que c'est pas toujours évident. Et donc on se dit bon, on organise les premières journées du logiciel libre, les JDLE. À Lyon, du libre éducatif, les journées du libre éducatif à Lyon, et puis on est conviés. Puis là, c'est la première intervention de Primtux, je dirais, en séance plénière devant quelques IREN enseignants. C'était à Lyon en 2022. À partir de là, forcément, étant lauréat de l'accélérateur d'initiative citoyenne, on était conviés l'année dernière à NEC, à Bordeaux. Et puis là, donc, on est intervenu, aussi à la force des bras, j'oserais dire. Donc, je ne sais pas si vous y étiez. Voilà. Voilà, c'est... Et oui, donc oui, parce que quand on fait 800 km pour 3 minutes et qu'en fin de compte, on vous fait sauter, on essaye de passer quand même. Donc... oui, donc petit à petit, le but, en fait, c'est de se déployer un peu plus, et puis, je dirais, rassurer les gens sur le libre, rassurer les gens sur le fait que c'est bénévole, nous, on ne tire aucun bénéfice de ça, rassurer les gens sur le fait que Linux, c'est sécurisant, on ne peut pas installer n'importe quoi avec du Linux, ça fait fonctionner des vieilles machines, et là, tel qu'on l'a trié nous, et là, on va arriver à la slide suivante, là, c'est le Primtux de maintenant. C'est-à-dire que là, on n'est plus à Primtux 7, on est à Primtux 8. Nous avons, grâce à l'AIC et puis au soutien de la DNE, nous avons maintenant non plus un Handy menu, mais un Primtux menu qui est maintenant classé selon les programmes officiels, qui permet aux enseignants, via dans le menu démarrer, une petite recherche, de trouver directement ce qu'il veut travailler avec les élèves en tapant un mot-clé. Je tape multiplication, allez hop, il va me sortir tous les logiciels qui parlent de multiplication. Aux élèves de se repérer très vite dans les petites briques qu'il y a là. Et ceci, évidemment, c'est l'AIC, l'ADNE qui nous ont permis d'arriver à ce niveau de finition qui est maintenant quasi professionnel, dans le sens où on a fait appel à des professionnels. C'est-à-dire qu'on a pu avoir accès à un UX/UI, qui est d'ailleurs là-bas, qui est sur le stand de la NCT, qui nous a, je dirais, amélioré largement l'expérience utilisateur, c'est-à-dire la manière d'accéder, la manière de construire le Primtux menu. Alors le Primtux menu, ce menu-là, c'était un menu qui était déjà dans les cartons depuis 2018. Seulement, forcément, c'était long à développer. Donc, donc on l'a développé. On a développé la documentation aussi, avec un guide pédagogique pour les enseignants, un manuel de l'administrateur, quelques exemples de séances intégrant le numérique. Voilà. Donc, Primtux, c'est vraiment un facilitateur d'usage du numérique en classe. Et puis, pour les familles, un facilitateur des devoirs, ça surtout. Ouais, juste très rapidement, les métriques, elles sont là, donc on va pas trop les commenter, mais donc en quelques mois, il y a eu plus de 30 000 téléchargements de la V8 et un nombre croissant de visites mensuelles sur le forum d'utilisation de Primtux. Peut-être juste pour finir, parce que j'ai l'impression que le sujet aussi, c'est quand même beaucoup la question du déploiement. En tout cas, en termes de collaboration avec les enseignants et comment arriver sur le terrain, on a une approche un peu différente de celles qui ont été présentées jusqu'à présent. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a peut-être pas mal de manières pour des acteurs de la société civile de rentrer en relation avec l'éducation nationale. Nous, depuis la DNE et la DINUM, c'est vrai qu'il y a peut-être un lien qui est facilité avec justement avec les représentants, les acteurs de l'éducation nationale qui peuvent être décisionnaires sur ce type de projet. Mais en tout cas, nous, on lance des expérimentations pilotes dans des écoles, dans l'Académie de Lille, où il y a du tissu associatif qui est déjà soutenu par la DNE et qui nous permet de rentrer dans les écoles. Je n'irai pas plus dans le détail, mais si vous voulez en discuter après la séance, on fait quelque chose d'un petit peu différent. Où en gros, l'idée c'est de venir observer en classe comment est-ce que Primtux est utilisé par les enseignants, par les enfants, et comprendre, puisque donc c'est peut-être là où on arrive à cette... Et je finirai là-dessus sur la différence entre la question de la solution et du commun numérique. C'est que
j'imagine si vous êtes à Numérique en commun, cette notion de commun, elle vous parle. Donc une ressource, une communauté, une gouvernance. Et dans cette communauté, les utilisateurs sont également des contributeurs à la ressource, puisque l'idée, c'est que chaque personne puisse participer à l'effort de maintenance de cette ressource, donc la maintenance pédagogique, la maintenance technique, la maintenance de la documentation, etc. Et donc, un des gros sujets de cette expérimentation, c'est aussi, puisque l'équipe de Primtux est bénévole et une petite équipe, comment est-ce qu'on fait en sorte que chaque utilisateur, ou peut-être certains utilisateurs de l'éducation nationale, deviennent également des contributeurs à Primtux. Et cette expérimentation a la vocation à tester des manières dont les enseignants vont pouvoir s'embarquer sur la contribution à Primtux et donc venir faire grandir cette ressource et voilà, et ce lien commun public. Voilà. Bon, on pourra en reparler plus en détail pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Donc, je finis juste, c'est libre, c'est gratuit. Bien sûr. C'est libre, c'est gratuit et vraiment adapté à l'école, aux élèves de l'école primaire et à leurs enseignants. Merci. Merci à vous. Merci de votre attention. Je pense qu'il était important d'insister sur le fait qu'en effet, il y a différentes façons d'aborder et d'approcher ce problème. Il y a un point commun quand même qu'on retrouve dans les solutions qui ont été présentées par Index, par Plume et à l'instant sur Primtux, c'est que ce sont des projets qui ont été développés par des enseignants. Et donc l'implication vraiment de gens qui, confrontés à une problématique, confrontés à des questions d'usage, ont su créer des solutions, même si la finalité n'est pas exactement la même. C'est ça l'intérêt du dispositif, c'est ça l'intérêt du panorama qu'on voulait vous donner. On termine par le dernier projet, en accueillant Benoît Rospard et Bertrand, excusez-moi, au début, ça devait être une autre personne. Je vous laisse la place et je vous laisse présenter ce projet d'IPOC. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Benoît Rospard, je suis développeur au sein de l'INRIA, donc l'Institut national de recherche en informatique. Et je vais vous présenter notre solution IPOC. Qui est une solution libre pour l'apprentissage sur mobile. Donc déjà, on pourrait se poser la question de pourquoi partir sur le développement d'une application libre sur mobile. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 95% des 12-24 ans possèdent un smartphone. 76% des Français utilisent leur mobile quotidiennement. Et il y a une croissance estimée, c'est des chiffres aux États-Unis, mais je pense qu'on peut faire le parallèle en France. Le marché du mobile learning tend à quadrupler d'ici entre 2020 et 2027. Ensuite, on peut se poser la question, après s'être posé la question du mobile, pourquoi le libre ? Le libre, comme vous l'a dit aussi Primtux, ça apporte de nombreux avantages, dont l'indépendance, la souveraineté du logiciel, le respect de la vie privée, notamment avec les législations, etc. La personnalisation. Souvent, les logiciels libres permettent une plus grande personnalisation et s'adapter mieux au contexte d'utilisation. La force de la communauté, parce que tout logiciel libre repose sur une communauté et pas seulement sur une entreprise privée qui peut disparaître. Et évidemment, pour les collectivités, je pense que c'est important, un coût réduit, parce que la plupart de ces logiciels sont gratuits. Donc le libre en e-learning, ça existe déjà. On pourrait se poser la question de pourquoi proposer une nouvelle solution. On pense par exemple à Moodle, qui est déployé un peu partout à l'éducation nationale, dans les universités, etc. OpenEDX, qui est le logiciel qui fait tourner la plateforme FunMOOC. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. H5P, voilà, Scénarii, Open e-learning. Il y a plein de solutions libres et open source pour le e-learning. En revanche, dans le mobile, les solutions d'applications libres et ouvertes sont très peu, voire inexistantes. Et les solutions que j'ai évoquées précédemment, c'est des solutions qui ont été développées pour le web ou pour le desktop, et donc qui ne sont pas
tellement adapté aux usages du mobile. Donc c'est pour ça qu'on a développé à l'INRIA la solution Epoch. Je parle de solution parce que c'est pas seulement un logiciel, mais c'est une solution complète, c'est-à-dire un format de données qui est lu par l'application mobile et un éditeur qui, lui, permet de créer et de scénariser le contenu. Donc l'application mobile, elle propose un ensemble de contenus prêts à l'emploi, des vidéos, des textes, des quiz, des badges, des podcasts et une attestation de suivi. Et elle est disponible sur Android et sur iOS et aussi sur les stores alternatifs. Un éditeur PC, Mac et Linux, donc pareil, qui peut être installé un peu partout et qui lui permet de créer le parcours pédagogique, configurer les contenus, les métadonnées, les auteurs. Du coup, nous, on a commencé le développement de cette solution en 2020. Donc à la base, c'était pour un besoin interne qui est à l'INRIA, au Learning Lab, dans l'équipe de laquelle je travaille, on fait des MOOC, des formations en ligne, des jeux sérieux. Et donc, on voulait s'attaquer au mobile et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution libre qu'on pouvait s'approprier sur mobile. Donc on a décidé de lancer le développement de cette application. Donc, comme je disais précédemment, elle est gratuite, libre, open source et on ne collecte aucune donnée personnelle. Donc ça aussi, c'était un des points. Quand on ouvre l'application, souvent la première chose qu'on nous demande, c'est notre mail et des données personnelles. Nous, on ne voulait pas ça. Donc dès qu'on ouvre l'application, on tombe directement sur les cours qu'on propose. Aujourd'hui, nous, on propose 4 cours en grand public, donc sur les données, sur le smartphone et la vie privée, le smartphone et la planète, et l'Internet des objets. Ça, c'est pour les EPOC grand public. On a aussi des EPOC pour un usage interne qui, eux, sont accessibles en ayant le QR code correspondant. Et donc, comme c'est un logiciel libre, on en avait parlé aussi avec Alexis Kaufmann. Et donc, il en a fait un peu la promotion. Et ça a été bien reçu par des enseignants. Et notamment Bertrand Chartier, de la DRAN de Grenoble, qui l'a utilisé en classe avec ses élèves. Et il va vous en parler un peu plus. Merci Benoît. Alors, je suis enseignant aussi à Montélimar dans un lycée et nous on a tout de suite aimé Epoch parce que c'était vraiment proche des valeurs, de mes valeurs d'enseignant et de nos valeurs de l'éducation nationale. D'abord, cette application, elle est extrêmement simple et ergonomique. Il n'y a pas besoin de former les élèves, de leur expliquer comment ça marche. On les installe l'application et ils comprennent tout de suite et c'est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de compter du connect, il n'y a pas besoin de labellisation gare. Voilà, c'est extrêmement simple pour les élèves. Tout de suite, ils sont au travail et on peut se concentrer vraiment sur des tâches pédagogiques. L'application pour créer des contenus, elle est aussi très ergonomique. Quand on la présente aux enseignants, en 2 minutes, ils ont compris comment ça fonctionne. Et après, on peut vraiment parler de pédagogie et de scénario pédagogique et comment est-ce qu'on fait des cours sur du mobile pour les enfants. Voilà, on n'a pas besoin de réfléchir. On est vraiment entièrement propriétaire du contenu. On n'est pas dépendant d'une choix d'une collectivité qui a pris un abonnement un jour et qu'on prend un autre, ou parce que le département n'a pas même fait le même choix que la région. Et ben, quand on est enseignant, on est en collège, on est obligé de refaire tous ses cours quand on repasse au lycée. Là, on est propriétaire de ses cours. On n'est pas dépendant de qui que ce soit. Voilà. Ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est que c'est adapté au matériel des élèves. Comme vous l'avez dit, chaque élève a un smartphone presque. Et c'est extrêmement simple, ça fonctionne hors connexion. L'élève qui vient dans un collège ou un lycée à Chambéry, qui descend de la montagne, de son village de montagne, il peut tranquillement dans le bus réviser son interro d'histoire géo qu'il aura plus tard, parce qu'il n'y a pas besoin de connexion, il n'y a pas besoin de s'authentifier. Voilà, c'est extrêmement simple. Et puis, ce côté libre et ouvert, c'est vraiment en résonance avec nos valeurs de l'éducation. On peut voir le contenu de ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de traçage des données des élèves. Voilà, si on veut savoir comment les élèves ont travaillé, ils peuvent nous envoyer des résultats, mais on peut aussi leur parler. C'est aussi très, très agréable pour ça, de leur dire si tu as un problème, viens me voir, plutôt que de regarder des tableaux de bord dans une application. Donc, on a aimé ça beaucoup. Donc, on l'a présenté. La photo, c'était l'année dernière à Chambéry, aux référents numériques des collèges et des lycées de Savoie et de Haute-Savoie. Leur ont proposé, présenter plein d'applications, dont l'application Epoch, pour leur inciter à en faire la promotion dans les collèges et dans les lycées de
de ces 2 départements. Donc c'était notre première mission, de faire découvrir ces outils-là et leur montrer des usages. On a créé un salon de CHAP. CHAP, c'est une application de messagerie instantanée de l'État. Et donc, ça permet aux enseignants qui veulent expérimenter de le tester, de pouvoir vous en servir directement. Et s'ils ont un besoin, une petite aide ou une petite question, eh ben, ils peuvent poser dans ce salon. C'est vraiment un espace collaboratif et qui est ouvert à tous. Donc, on n'est pas limité à un département, une région. Là, c'est des enseignants de toute la France qui s'en emparent. On a fait des ateliers aux référents numériques pour leur montrer quelques petites applications qu'on avait créées nous. On leur a fait tester. On les a incités un petit peu à en faire des expériences. Et puis voilà, on reste à disposition des enseignants s'ils ont besoin d'une assistance pédagogique pour des petits points techniques ou juste des points plus pédagogiques. Et puis après, moi j'ai essayé avec mes élèves en classe. Donc la première chose que j'ai essayé, c'est de leur mettre à disposition des cours. Donc c'est la petite huile à gauche. On a fait une espèce de petite banque de cours où l'élève il va aller piocher les cours qui l'intéressent par matière. Je veux une petite fiche de révision sur tel chapitre de SVT. Et ben il peut aller chercher. Ça c'était la première étape. Puis la deuxième étape, je dis aux élèves maintenant c'est à vous de faire. Parce que c'est aussi très pédagogique de leur faire faire. Et les élèves, ils ont très bien réussi à créer leur petit époque, leur petit cours, leur petite fiche de révision. Et je n'aurais pas dit que c'était en fait le fait de faire la fiche de révision qui les faisait réviser, mais du coup, ils ont bien appris. Et puis l'intérêt, c'est que c'était vraiment ouvert. Donc leur fiche de révision à eux, ils pouvaient très facilement la partager avec leurs camarades. Donc cet espace-là, il est ouvert sur l'espace site internet de notre établissement scolaire. Et ils pourraient aller chercher une fiche proposée par un autre camarade pour la télécharger, pour eux-mêmes réviser en classe. Et les élèves, ils s'en sont très bien emparés. Et puis, la deuxième étape, c'était de leur faire travailler sur la production de ressources avec l'intelligence artificielle, parce que c'est aussi quelque chose qui intéresse nos élèves. Donc, est-ce que finalement, c'est mieux quand c'est eux qui créent leurs fiches de révision, ou est-ce que c'est mieux quand c'est une intelligence artificielle qui leur crée des fiches de révision? Ça, c'était pour leur inciter à prendre un peu de recul. Mais finalement, Epoch, il nous a bien été utile aussi pour ça. Et puis, la petite image de droite, c'est nos collègues de Lyon, parce qu'on aime bien travailler avec l'Académie de Lyon aussi, Cédric Fraissinet, qui parlait d'OpenStreetMap, je crois qu'on va en parler pendant ces quelques jours ici. Il a fait aussi une application Epoch pour la communauté OpenStreetMap pour apprendre à s'en servir de cette application. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette dernière présentation. J'espère que vous avez apprécié la diversité des projets. Chacun des intervenants vous ont rappelé leur disponibilité pour que, au cours des jours qui viennent, vous puissiez poursuivre la discussion avec eux et approfondir leurs solutions. Merci encore à vous tous et à bonne session.